s'agit d'une majeure qui s'appelait Finance, contrôle et pilotage des organisations. L'objectif principal, c'est de guider les personnes qui vont travailler auprès de direction générale et qui envisagent à terme de prendre une direction générale. Et qui d'abord vont travailler auprès de personnes qui ont à prendre des décisions. Donc, il y a deux étapes. Il y a une étape qui est entrer dans une organisation, en appréhender les mouvements. Et puis la deuxième étape, c'est vers 30-35 ans, commencer à voir surgir un certain nombre de choses qui vous sont utiles du point de vue des... Vous aurez déjà entendu un certain nombre de choses, et puis il y a des phénomènes qui vous surprendront moins. Et vous aurez eu le temps d'y réfléchir. C'est ce qu'on espère. Alors on m'a demandé de changer le nom de la majeure, donc j'ai changé le nom de la majeure. Alors, direction générale, c'est ce que ça vise. C'est ce que ça vise. Management agile, si vous regardez sur Internet, ça a des significations. Management agile, ce n'est pas un concept sorti du chapeau. C'est une certaine façon, c'est une des façons d'appréhender certains phénomènes managériaux. Et je ne vois pas de raison de s'y opposer, puisque c'est une démarche construite, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de choses à dire, mais ça ne veut pas dire que la messe serait dite et qu'il n'y aurait qu'une façon de faire du management. Sous-titré, faire, commander, piloter, FCP, ce qui me permettra de conserver le logo et l'appellation générale, sachant que le titre dit assez bien ce que ça voulait dire. La raison, c'est que les départements concernés, les départements considéraient que l'un, le terme de finance lui appartenait, l'autre, le terme de contrôle lui appartenait. Bon, j'ai fait clair mémorie. Voilà une autre façon d'appeler la majeure. Et qui dit à peu près ce qu'elle souhaite. Alors, pourquoi cette idée de majeure? Au départ, on a surtout à l'école, quand on y commence en tout cas, on a une approche très technique d'un certain nombre de phénomènes et on a des insuffisances techniques. À cause de ces insuffisances techniques, on va dire, mais finalement, il y a une vision globale d'équilibre économique et les écoles ont été créées pour retrouver les équilibres économiques. On essaie de comprendre des règles de la macroéconomie, puis de microéconomie, d'une économie particulière qui est l'économie financière. En tout cas, ça a été le trajet que j'avais suivi. Et puis, vous vous dites, mais ce qu'on me dit, c'est valable que chez moi ou c'est valable partout? Donc on cherche des principes au moins financiers qui seraient universels. On finit par les trouver, on ne trouve pas du premier coup. On cherche, on finit par trouver un certain nombre de principes qui peuvent s'appliquer un peu partout, mais ça ne veut pas dire qu'on a raison partout en les appliquant. Donc il faudrait les passer au crible de la critique. Les connaître d'abord et les passer au crible de la critique. Les connaître, ça peut parfois résulter d'un simple effort de lecture. Encore faut-il savoir ce qu'il faut lire. Une fois qu'on connaît ces principes dits financiers, ça débouche, ça explique pourquoi on applique certaines techniques financières. Si vous vouliez faire 3 ans de finance uniquement, il y aurait de quoi. Donc vous allez vous trouver devant un océan de techniques, de possibilités, et c'est parce que vous connaissez des principes que vous saurez choisir parmi ces techniques, ou en inventer de nouvelles. Et vous dites que ça ne suffit pas. Les techniques financières, ça se nourrit d'un certain nombre de données qui proviennent de prévisions, qui proviennent de tentatives de se projeter dans l'avenir à travers des outils qui, chez nous, sont des outils budgétaires, dans une première approche qui serait essentiellement quantitative. Traduire des intentions en programmes, ces programmes en actions, ces actions en budget. Et puis, pour pouvoir, on s'aperçoit qu'il est quand même beaucoup plus facile de concevoir des budgets quand on connaît l'analyse des coûts. Qu'on la connaît d'une manière critique, parce qu'il n'y a pas qu'une méthode d'analyse des coûts, il y en a beaucoup. Et dans cet univers de méthodes, encore une fois, quels seraient les principes qui seraient des références? Il y a une dimension qui est ignorée par l'analyse des coûts et qui, depuis une trentaine d'années, a été explorée de plus en plus puissamment par différents auteurs et aussi mise en pratique, qui est le fait de passer d'un contrôle de coûts à un contrôle managérial à travers, entre autres, la description de centres de responsabilité. C'est l'occasion, une fois de plus, d'explorer cette notion de responsabilité, de se poser des questions sur les différents
différentes formes de responsabilité, et en quoi le fait qu'il y ait organisation suivant des centres de responsabilité constitue un type de contrôle. Est-ce qu'il y a d'autres types de contrôle sans centre de responsabilité? Mais au moins, on en connaît un organisé comme ça, et il y en a d'autres. Une fois qu'on a examiné ça, on n'est toujours pas satisfait, on va se dire, mais tout cela ne tient pas compte de jeux qui pourtant influencent puissamment tout ce qui se passe, aussi bien les outils que la manière de les faire vivre, qui sont des jeux de pouvoir ou des structures, des manières dont les forces sont disposées les unes par rapport aux autres, et aussi autre chose qui est l'agencement des fonctions entre elles, l'agencement perçu ou l'agencement réel, qui induit des jeux. Mais concevoir des jeux de pouvoir ou regarder une structure ne peut se faire sans appréhender une forme de culture. Suivant différentes cultures, la nature des jeux de pouvoir et de culture ne sera pas la même, et donc la nature du jeu des instruments ne sera pas la même. Et vous apercevez tout à coup que des choses qui semblent assez différentes d'une approche technique ont pourtant une importance énorme. Cette culture et les systèmes de valeurs induits expliquent une manière de concevoir des éléments de politique générale, étant dérivés, certaines démarches. Vous voyez ça en troisième année, vous avez vu pour ceux d'entre vous qui ont suivi, je pense qu'en première année, il y avait un cours stratégie et environnement, analyse de l'environnement stratégique, quelque chose comme ça. La volonté par les écoles de gestion de montrer comment une démarche dite stratégique s'implante au fur et à mesure où se produit. Déjà l'analyse, comment ça se produit. Et en fait, on s'aperçoit que la clé de compréhension, il y a une constante qu'on trouvera toujours, c'est d'appréhender le fait qu'il y a soit des individus ou des groupes qui ont des comportements, surtout les individus, par rapport à leur vision des situations. De travailler cette vision des situations et des comportements semble vital une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris comment tous ces éléments étaient en relation les uns avec les autres. C'est pour ça que vous aurez dans cette majeure des thèmes transversaux, des thèmes récurrents, différentes définitions ou différentes approches de ce qu'on appelle de l'incertitude, d'une manière formelle dans certains cours, ou d'une manière moins formalisée et pourtant extrêmement réelle, puisqu'on vous plongera dans des situations de plus ou moins grande incertitude. Ce qui est intéressant pour vous, c'est d'observer la nature des comportements, le vôtre, et puis ceux des autres individus, face à ces situations d'incertitude. Sachant que la plupart des techniques qu'on développe ici à l'école sont des techniques de décision d'univers certains. Et on enferme l'incertitude dans une des formes, une incertitude probabilisable. Il y a suffisamment d'informations pour savoir ce qui pourrait se passer et on pourrait y réagir. Il y a un autre élément dont il est fait abstraction que vous ne vivez pas au quotidien, c'est normal, dans la situation à l'école, qui est le risque ou la perception qu'on en a. Risque et perception qu'on en a influencent grandement les comportements. Et il y a aussi certaines démarches pour se prémunir contre certains risques, s'assurer. Quelles sont les démarches qui existent par rapport à des entreprises, qu'est-ce qui est offert, et à quel moment on est dans l'univers des techniques de gestion, à quel moment on est dans un autre univers que celui des techniques dites de gestion, en matière de risque. L'information, en fait, elle peut être partielle, elle peut être partiellement vraie, partiellement fausse, partiellement manquante, elle peut être dégradée à des petits morceaux d'information. Vous avez ou non une idée de l'ensemble pour pouvoir les faire coller. Et vous avez, de manière juste ou pas, appropriée ou pas, des doutes quant à cette dégradation ou quant à la structure de cet ensemble. Comment est-ce qu'on continue intellectuellement à fonctionner, à se représenter le réel dans ce genre de situation? Alors, vous aurez un monsieur qui s'appelle Didier Brassier, qui a une approche quantitative et opérationnelle de certains risques. Il a été assureur, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la démarche d'analyse des risques opérationnels des entreprises? Tout le monde analyse ça. Du point de vue de celui qui va vouloir les quantifier et déterminer certaines politiques par rapport à ces risques.
Ça, c'est M. Jean-Claude Labert, on est en pleine réflexion. Il est maintenant le responsable d'une grande région en France en matière bancaire. Et ça, c'est l'occasion d'une simulation qui est une simulation bancaire. Ce monsieur-là, il appartient visiblement à certains organismes internationaux de de la nature. Mais il pourra vous commenter tout à l'heure ce qu'il a l'intention de faire dans son module. Laurent Magne, maintenant, finit son doctorat et est enseignant dans une autre école, mais il a formalisé une approche du contrôle extrêmement intéressante. Et c'est ça que je lui demande souvent de faire. Bon, ça, c'est toujours des banquiers, mais vous voyez que c'est pas parce qu'on est banquier qu'on travaille dans une mauvaise ambiance. Alors, dans le programme MGE, la mission des majeurs par rapport au programme, c'est continuer à assurer le développement, un cadre de développement naturel que vous auriez, même sans nous. Il joue un rôle extrêmement marginal. Donner le maximum de chances de s'insérer socialement, ça c'est notre contrat social. Transmettre des modes de raisonnement, ça c'est faisable si vous voulez bien avoir une disposition d'esprit dans laquelle vous êtes ouvert à d'autres formes de raisonnement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de débats. Vous allez rencontrer des formes de raisonnement dont vous n'avez pas l'habitude. Si vous vous révoltez, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est que vous avez bien perçu qu'il y avait une différence. Vous aurez différentes manières d'y réagir. Aussi bien des raisonnements techniques que d'autres formes de raisonnement, une manière de décrire des situations. Et puis il y a bien sûr des éléments de transmission de connaissances et de techniques. Pour la plus grande partie, quand c'est dans les livres, on vous dit où ça se trouve. Et l'intérêt, à mon avis, de suivre l'école, c'est de voir ce qui n'est pas dans les livres ou d'avoir le lien qui n'existe pas entre différents livres, différentes disciplines. Souvent, on se décrivent ainsi pour des raisons académiques. On a besoin de dire, voilà tel champ, le champ que j'étudie, et parfois on découpe artificiellement une partie. Bon, ça je laisse, l'objectif des majeurs. Ça, c'est ce que vous faites en... Alors, ça serait pas mal si dans les années précédentes, voilà, normalement, je compte sur le fait que vous ayez vu les coûts complets ou partiels, vous avez vu très rapidement en première année, vous ne comprenez pas tout ce que vous faites, puis vous les revoyez une deuxième fois dans les budgets, ça va très très vite, ça se fait extrêmement rapidement, ce qui fait que, comme le train va très vite, on n'a pas le temps de poser le problème et de se figurer, de se représenter. Tout ça sera en ligne, hein, monsieur. Je mettrai ça en ligne. Donc, ne vous cassez pas la tête. Hein. Mais, vous n'êtes peut-être pas pareil que les promos précédentes, mais jusqu'ici, elles ont toujours montré que c'était très partiellement absorbé et que pouvoir poser ça et faire un lien entre tout ça, ou avoir l'idée d'utiliser des outils simples pour répondre à certains problèmes, ben souvent on connaît l'outil, on n'a pas l'idée de l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il n'est pas rangé dans le cercle vide, il est rangé dans le cercle contrainte scolaire, il n'est pas rangé dans la rubrique des choses utiles. On n'a pas forcément besoin que vous ayez un parcours de finance. Si vous avez une répulsion totale pour la finance, ben, il y a un module que vous n'aimerez pas. Mais il faut au moins avoir les connaissances financières pour être capable de décrire un projet dans toutes ses dimensions. Et si ça marche, si à ce niveau est suffisant, si on voit que ça c'est bien compris, on va pouvoir faire le lien entre les finances dites de marché et celles-là. Quel est le lien entre elles? Ouais, à quel moment il n'y en a pas? Je veux longtemps comprendre à quel moment il n'y en a pas. Alors, le type de questions qu'on aborde. Est-ce qu'il faut vraiment calculer le coût d'un produit? On va l'aborder de manière théorique, mais aussi en vous mettant devant une situation, on va bien voir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez calculer le coût d'un produit ou pas? Pourquoi est-ce qu'on fait des budgets? Il y a des arguments, il y a des arguments de recherche pour la gestion sans budget. Alors, autant regarder posément ces arguments et voir ce qu'on peut en retirer. Comment intégrer le risque et le temps dans nos raisonnements? Monsieur Larouzet est assez habile là-dedans. Il y a aussi dans l'univers des techniques de gestion, des moments où le risque et le temps
pris dans un certain sens, sont intégrés dans les raisonnements. Il faudrait le percevoir, il faudrait arriver à le voir et le mettre en action. Des questions qu'on aborde en surface, étant donné ce qu'on pourra aller faire. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'un bien? Une maison que vous achetez, un bien produit par combien vous le vendez? Pourquoi c'est ça? Est-ce que la valeur c'est le prix? Il vaut mieux se demander ça avant d'être en situation de fixer les prix plutôt qu'après. On va mieux avoir une bonne réflexion là-dessus. Et puis, comment est-ce qu'on décide sous stress, dans l'action, sous contrainte forte, etc. Le mieux, à mon avis, est de vous faire rencontrer des gens qui ont une spécialité en matière de stress, comme Madame Danton, qui est l'ancienne responsable du département stress d'Air France, ou de vous mettre dans des situations qui vont avoir pour vous toutes les apparences de situations stressantes. Exactement, je suis d'accord, mais Madame Danton l'a utilisé d'une manière suffisamment argumentée pour en avoir une approche. Oui, je suis d'accord. Alors, en stratégie financière, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez bien saisi ça. C'est que vous ayez bien saisi comment les marchés financiers, comment on s'en sert, comment on investit, comment on fait le choix d'investir, à quel moment le cours d'un titre a un sens et à quel moment il n'en a pas. Voilà, c'est au moins cette logique-là qu'il conviendrait d'étudier. Je vous disais les principaux thèmes. Oui, une des choses spécifiques, chaque majeur a ses spécificités, c'est que vous serez mis dans des sites. Il y a un module qui s'appelle mise en situation, dans lequel figurent deux éléments. Un jeu d'entreprise que vous commencerez dans la première semaine et vous finirez un peu avant la dernière semaine. Vous n'allez pas avoir des séances en salle toutes les semaines. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Et puis vous finirez par prendre des décisions à distance, puis vous revoir, sachant que vous avez le droit de négocier beaucoup de choses entre vous. L'idée, c'est que vous ne luttiez pas contre un modèle, c'est une équation dans un jeu. Il n'y a pas d'équation du jeu. L'équation, vous pouvez avoir un crayon, on peut vous montrer exactement comment ça joue. Vous connaissez toutes les règles dans lesquelles les choses sont confrontées. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de comportement qui pourrait être complexe. Et puis, c'est là-dedans qu'il y a les jeux de Machiavel. Oui, je peux en dire un mot. Machiavel est un auteur que nous avons croisé en terminale et ceux qui ont suivi qui ont entendu parler. Il s'avère qu'il a publié Le Prince en 1514 et en 2014, mis à part la commémoration par une jolie médaille, des tas de gens s'en inspirent encore. Alors, bien évidemment, un grand nombre d'entre vous pensent que c'est très très vieux et qu'aux éditions de l'organisation, vous allez trouver des tas de choses intéressantes. Est-ce que les éditions de l'organisation, les plus malins iront lire Le Prince? Voilà. Donc, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé à partir des théories de Machiavel et qui ont créé un jeu de plateau, dans lequel nous jouerons deux fois. Une première fois au début de la majeure, où on vous démontrera clairement que quand il s'agit d'agir, vous perdez très vite de vue l'objectif, et c'est ce qui fera de vous un cadre standard, et que la deuxième partie du jeu, un tiers ne perdra pas de vue l'objectif, peut-être que ce tiers, on le retrouvera dans quelques années à des postes qui auront beaucoup d'intérêt. Les deux autres tiers... Vous verrez effectivement sur les remarques, il a parlé du temps selon le sens dans lequel on prend. Le temps n'a qu'un sens, on est tous vers l'avant. Alors, vous plongez dans des situations, l'intérêt c'est que le débat c'est entre vous et vous. Il y a personne qui vous dira en public qu'il y a tel problème. Et si vous voulez qu'on en discute à part, on en discute à part. Ce n'est pas forcément un problème, vous allez prendre conscience de certains comportements qui peuvent être individuels, ou dans d'autres cas, voir que des groupes, il y a des règles apparentes dans la réaction de certains groupes. Parfois des réactions bizarres lors de négociations. Autant voir que c'est dans la nature humaine, et puis en tirer le son pour vous. Les thèmes qui vont revenir, les thèmes qui vont revenir
l'incertitude à travers de plusieurs modules, et surtout l'incertitude créée, par vous en partie d'ailleurs. Vous allez vous-même créer l'incertitude quand vous serez en situation de concurrence par rapport à d'autres. Ensuite, quelque chose que vous connaissez peu, alors qui s'est beaucoup développé, qu'est-ce que sont les méthodes multicritères ou multi-objectifs? En quoi les mathématiques peuvent aider à poser le problème correctement, sachant que la prise de décision, elle est toujours humaine. Elle est toujours de l'ordre de l'homme. Si la machine décide, ce n'est pas une décision. Si la machine prend la place pour vous, ce n'est pas une décision. Et puis, il y a beaucoup d'éléments connus en termes de théorie des jeux. Il est hors de question de revoir toute la théorie des jeux dans son ensemble, mais que vous ayez suffisamment le pied à l'étrier pour voir comment ça s'utilise lors d'analyses courantes de situation. Ou si vous décidez de laisser tomber, de ne pas aller utiliser ce genre de choses. Le thème en jaune, c'est le thème récurrent, c'est tourner autour de ce que c'est que décider, et si possible pratiquer, sachant qu'il n'est pas possible d'être quelqu'un qui fuit la décision et de vouloir exercer un commandement. Il y a une sorte de contradiction. Le module de commandement, c'est décision et commandement, c'est M. Larouzet qui en sera chargé. Est-ce que tu peux en dire un mot? Bien, je vais en dire un autre mot. Au Moyen-Âge, il y avait, si Machiavel va remonter dans le temps, on a vécu 300-400 ans avec la quête du Graal, de nobles chevaliers partis par-delà les montagnes pour trouver ce vase sacré. Et aujourd'hui, dans les business schools, on cherche des modèles de gestion du risque et des mathématiques pour nous aider à trouver ces fameux outils d'aide à la décision. Donc je pense que dans 500 ans, il y a des professeurs qui seront morts de rire en parlant des outils d'aide à la décision. Alors ma position elle est partagée par des gens dont on parle encore, comme Clausewitz, qui disait que si la mathématique servait à gagner des batailles, il y a longtemps que la paix serait universelle. Parce que la décision ne se modélise pas, c'est toujours l'affaire d'un homme et de sa lecture d'une situation. Alors, bien évidemment, vous avez de doctes personnes qui n'en ont jamais pris aucune, sauf de lire des livres et qui peuvent disserter très longtemps. Par contre, quand il fait froid, quand vous avez peur, quand vous êtes perdu, quand vous allez peut-être devoir licencier 250 personnes, quand vous allez perdre plein d'argent, ce qui est un enjeu et pas un risque, il n'y a pas de risque dans le business, là vous avez des décisions à prendre, vous avez des nuits sans sommeil, et l'important c'est pas de tenter de vous apprendre comment on prend des décisions, l'important me semble être que chacun puisse trouver sa place. Il y a des gens qui peuvent prendre des décisions, il y a des gens pour lesquels la décision c'est infernal. Ce module cherchera à vous donner quelques exemples, quelques lectures classiques, hein, j'ai pas lu les émissions d'organisation, je suis un peu vieux et j'ai fait des études complètement inutiles et totalement futiles. Question? Ça, c'est sur certains aspects de la situation. Les mises en situation, je bancaire, c'est une école installée. Séminaire, si l'école achète des jouets de charité. L'année dernière, on a pu en faire 2 sur les 3 qui sont prévus. Et puis on est en négociation à nouveau. C'est la photo en bas à gauche dans laquelle vous allez vous retrouver dans ce genre de situation. Là, c'est une voiture de location, sur une tête, ça va être ça, mais il est chaud, c'est froid. Et souvent, dans ces situations-là, on est mieux à même d'appréhender les éléments qui vont nous mettre en marche. Ça, ce sont les aspects de... Ça, c'est une bourse de valeur avec le jeu bancaire. Si on peut y rajouter cette bourse de valeur, il faut que l'école soit d'accord pour qu'on organise ça. Il y a certains éléments qui ne sont pas forcément organisés de jour. Donc, ça pouvait être de nuit, dans des univers que vous connaissez peu, avec des gens dont le métier n'est pas forcément la gestion, et discuter, pouvoir discuter, ou négocier, ou rien dire. Ça peut être 2 jours. Ça peut être 2 jours. Donc on peut apprendre le management avec ses pieds aussi.
moi, ces deux aspects, ce sont deux aspects différents de ce qu'on pratique. Une vie de bureau pour une partie en essayant d'appliquer le raisonnement hypothétique cognitif classique, et puis une vie dans l'engagement des choses où il faut appréhender différemment les situations. Alors, en fait, là, cette personne n'est pas blessée, c'est un maquillage. Mais on voulait connaître la réaction des étudiants s'ils pensaient que cette personne était gravement blessée. Vous avez rencontré en terminale la Boétie, un auteur extrêmement important, pratiquement contemporain de Machiavel et de Montaigne. Ils ne sont pas encore aux éditions d'organisation. Et la soumission est un comportement très très répandu dans nos sociétés, dans les business schools, la soumission et le conformisme. Alors on a fait un exercice où on a maquillé une étudiante qu'un groupe d'étudiants a retrouvé par hasard dans un bois en train de gémir. On a fabriqué un brancard, on devait transporter cette personne dans un hôpital. C'est dans un camp militaire et l'hôpital n'est pas très loin. Et l'intérêt de l'exercice, c'est que j'étais à côté des gens et j'exigeais qu'ils fassent des détours. Et que tout le monde s'est soumis à l'autorité. Au lieu de dire, nous sommes dans un camp militaire, il suffit d'appeler une radio, une ambulance arrive et on va la secourir. Parce que le maquillage est terriblement réaliste. C'était une fracture ouverte, avec l'os qui sort. C'était qu'un maquillage. Mais ce qui était très surprenant, c'est que j'ai fait passer les gens dans des tranchées. Je les ai fait passer au-dessus de rivières, je les ai fait passer au-dessus de barrières, alors qu'il y avait à 30 mètres une route toute droite qui allait vers l'hôpital. Je les ai fait passer dans les champs. Et tout le monde a accepté de faire l'exercice. Un étudiant s'est révolté en me traitant de nazi. C'est faux. C'est faux. Je lui ai dit qu'il se taise et qu'il exécute. Alors il s'est tué, il a exécuté. Alors c'est un exercice assez surprenant. Voilà. Sur le libre arbitre et sur la capacité de se révolter face à l'ordre, de faire des choses La photo en à droite, c'est une photo de genre de chambre confortable. Il faut parfois aussi s'abaisser un peu. Alors, pour les modules qui sont prévus, simulation mise en situation, on vous en a parlé. Décider, commander sous diverses formes, y compris sous l'étude des signes du sens. Qu'est-ce que c'est que la situation de commandement sous différentes déclinaisons. Piloter, c'est la partie... j'ai toujours du mal avec cette histoire de piloter. Normalement, c'est celui qui prend la décision, c'est pas le navigateur. Qu'est-ce qu'apportent les systèmes de contrôle dans l'état actuel? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quels sont les débats? En prenant de la hauteur, on en est où dans les systèmes de contrôle? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Tactique, organisation, comportement, c'est là qu'interviennent plusieurs spécialistes des relations humaines. M. Édouard Clairet, par exemple, qui vient de l'INALCO, l'Institut national des langues et des civilisations orientales. Sa spécificité, c'est de pouvoir montrer comment on peut approcher de manière très différente ces situations personnelles. Comment on peut prendre de la distance? Comment on peut se faire avoir? Et puis là aussi intervient Mme Danton, dont je vous parle à propos de trois thèmes, la ruse, la nature du stress vue par les psychologues, et puis dans le cadre de la France ou des pilotes de ligne, qu'est-ce que c'est que la prise en compte? Quels sont les exemples de prise en compte du facteur humain par l'année dernière, il y avait un pilote de ligne en même temps dans tous les cours. Je ne sais pas si on pourra faire la même chose cette fois-ci ou pas, ça dépend de leur disponibilité, ça dépend de ce qui se passe à ce moment-là. Et il y a des gens qui disent technique et prise en compte du facteur humain. Système d'information, outils informatiques. Je suis devant trois possibilités à l'heure actuelle, puisque j'ai 30 heures par module. Soit en faites-vous des gens qui savent se servir d'Excel et VBA comme peu,
d'une manière exceptionnelle, y compris par les outils incorporés d'analyse de données. Soit, j'ai une autre solution là, avec 2 personnes, c'est de vous montrer qu'est-ce que les grands logiciels en cours actuellement, aussi bien pour le big data que pour la gestion intégrée, qu'est-ce qu'ils savent faire, quelle est leur structure et quelles sont leurs limites. Alors j'aurais cette conférence-là, mais donc ce sont les 2 principaux thèmes. Oui, écoutez, le dernier choix c'est avec M. Fouad Benabdelaziz. Qu'est-ce que c'est que les méthodes actuelles de méthodes multicritères et multi-objectifs d'analyse? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que les applications de la théorie du jeu? Une historique et des applications de la théorie du jeu.